Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez, Khay? Oui, de son papier. Ok, très bien. Donc, dans les deux séances passées, on a parlé sur le volet, on va dire, de la ventilation mécanique et des courbes, etc. Aujourd'hui, donc, j'ai pris quelques vidéos sur le respirateur de réanimation et on va essayer d'expliquer les différentes courbes, les différents paramètres, pardon, sur le respirateur, sachant que euh, il y a des respirateurs, donc chaque respirateur a des paramètres qu'on peut régler, et il a des paramètres qu'on peut euh, surveiller. C'est-à-dire, c'est-à-dire ici par exemple, j'ai des couleurs, peut-être le rouge. Vous m'entendez et vous voyez l'écran, Hervé? Oui, Ok, très bien. Donc, je vous ai dit que chaque respirateur, il a des paramètres qu'on peut régler. Donc, pour celui-là, vous avez de gauche à droite, vous avez la FiO2. Bon, avant de commencer, je vous ai dit qu'on va rester. Pour l'instant, on va juste rester sur le mode de VAC, c'est-à-dire ventilation assistée contrôlée. On ne va pas entamer pour l'instant les autres, types de ventilation. On va entamer le plus utilisé, donc c'est le mode à volume contrôlé, assisté contrôlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va donner une fréquence et puis le patient, donc, il peut déclencher des cycles en plus. C'est ça le mode ventilation assistée contrôlée. Ça veut dire que on a une fréquence contrôlée et puis le malade il peut déclencher des cycles en plus s'il pense qu'il en a besoin. Donc, je commence. Donc, vous avez cette colonne-là en bas, c'est la colonne des paramètres réglés. Le premier, c'est la FiO2. Il faut savoir que la FiO2, elle est variable de 21 à 100%. Donc, 21% de FiO2, euh, donc c'est la concentration, on va dire, de l'air en oxygène. Et puis 100%, ça veut dire que le patient, quand on part à 100%, ça veut dire que le patient respire 100% d'oxygène, c'est-à-dire il respire de l'oxygène pur. Et il faut savoir que donc ce paramètre-là, on l'adapte par rapport à la SpO2. Bon, quand on a une gazo, on peut s'aider avec une gazométrie, mais généralement, on l'adapte selon la SpO2, c'est-à-dire la saturation pulsée en oxygène, le saturomètre. Et dans ce cas-là, dans la plupart du temps, donc on le règle donc pour avoir une saturation, dans la plupart du temps, la cible, c'est entre 92 et 96%. Donc c'est ça, on va dire, le standard chez la plupart des patients. Euh, et puis, il y a certains patients, par exemple, les insuffisants respiratoires chroniques, les BPCO, par exemple. Dans ce cas-là, la cible, elle est aux alentours de 88 jusqu'à 92%. Et puis, dans certains cas, quand vous avez, par exemple, un enfant de bas âge, euh, quand on a, par exemple, des traumas crâniens, des coronariens, parfois, donc, la cible, elle est entre, justement, 94 et 96%. C'est-à-dire certains sujets, comme on a dit, donc les cérébrolésés, les patients cardiopathes, les petits enfants ont besoin de plus d'oxygène généralement. Donc,
on essaye de maintenir une fourchette aux alentours de 94 à 96 Et donc, évidemment, si on veut une saturation plus importante, on augmente le FiO2. Si on veut une saturation, donc diminuer la saturation, on va diminuer le FiO2. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours éviter donc d'avoir un patient intubé ou bien sous oxygène qui sature à 100%. Donc ça, c'est à proscrire. À chaque fois que vous voyez un patient qui sature à 100%, il faut diminuer la FiO2. C'est-à-dire, si j'ai un patient qui sature à 100%, par exemple 40% de FiO2, eh bien, il faut toujours avoir le réflexe de baisser cette FiO2. Par exemple, il sature à 100%. Je vais baisser ma FiO2, par exemple, à 35. Je vais attendre 5-10 minutes. Si la saturation, par exemple, descend jusqu'à 96%, là, je reste tranquille, donc je le laisse à 35%. Mais si, par exemple, après 5-10 minutes, le patient sature toujours à 100%, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je baisse encore mon FiO2 à 30%, par exemple. Donc, le principe, c'est de mettre la FiO2 la moins possible. C'est-à-dire, si je peux ventiler le malade avec 30%, je le ventile avec 30%. Si je peux avec 35%, je le ventile avec 35%. Il faut toujours garder la ventilation, donc garder la FiO2 la moins possible pour le patient, parce que l'oxygène, il est néfaste. Il est néfaste pour le cerveau, il est néfaste pour la cornée, et il est néfaste aussi pour le poumon lui-même. Donc voilà. Donc ça, c'est par rapport au réglage de la FiO2. Je vais sauter directement à la PEP ici. Pourquoi je saute directement à la PEP? Parce que donc c'est le deuxième paramètre qui contrôle l'oxygénation. Parce qu'il faut savoir que l'oxygénation en général, donc on la contrôle par deux paramètres. Donc le premier paramètre, c'est celui qu'on a vu, la FiO2. Le deuxième paramètre, c'est bien la PEP. C'est quoi cette PEP? Donc la PEP, on a dit que c'est la pression expiratoire positive. Ça veut dire que c'est la pression que le respirateur laisse en fin d'expiration. Donc c'est celle-là. Sur la courbe, c'est celle-là. Donc si je zoome, donc vous voyez donc on va voir ça sur les courbes. Donc vous voyez ça. Donc c'est cette pression-là. Donc là par exemple, elle est à 5 mm de mercure. Donc pardon, 5 mm, donc 5 cm d'H2O, non millimètres de mercure. Donc c'est cette pression-là qui reste en fin d'expiration. Donc vous avez tout ça. Donc l'expiration, vous avez ça, c'est l'inspiration. Donc en fin d'expiration, on aura la PEP à 5 parce qu'on l'a réglé à 5. Si on avait par exemple réglé notre PEP à 10, dans ce cas-là, on va voir ça sur une vidéo, Inch'Allah. Donc vous aurez l'expiration à peu près comme ça, c'est-à-dire le double, parce qu'on a réglé celle-là à 10 mm, 10 cm d'H2O, etc. Donc la PEP, c'est la pression qui va rester dans les alvéoles en fin d'expiration. Et il faut savoir que cette PEP-là, plus on augmente la PEP jusqu'à un certain seuil, plus on améliore l'oxygénation. C'est-à-dire, un patient, par exemple, atteint d'un SDRA, d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, ou bien d'une autre pathologie, par exemple alvéolaire, un OAP par exemple. Dans ce cas-là, généralement, on a besoin des PEP un peu élevés, donc 8 à 10, pour maintenir les alvéoles ouverts, pour améliorer l'oxygénation. Donc, c'est, par exemple, le patient il désature avec une PEP à 5, on peut se permettre d'augmenter la PEP à 8, à 10, à 12, selon les patients. Mais il faut connaître aussi, donc, on va dire, les inconvénients de cette PEP. Il faut savoir que quand vous augmentez cette PEP-là au-delà de certains seuils, généralement à partir de 10 à 12, il faut savoir que cette PEP-là, elle peut, l'augmentation de la pression intrathoracique, elle peut entraver, elle peut diminuer le retour veineux. Donc, elle peut en quelque sorte écraser le cœur et même donc les deux veines caves inférieures et supérieures, et donc gêner le retour veineux.
Et donc, cette augmentation de la PEP, augmentation de la pression thoracique, et donc diminution du retour veineux et donc diminution du débit cardiaque qui va donc causer une hypotension artérielle, etc. Ça peut aller jusqu'à l'état de choc. Donc, il faut faire attention à cette PEP-là, surtout que quand le patient a donc une atteinte, par exemple, à une hypovolémie ou bien un état hémodynamique précaire. Donc, le fait de l'augmentation de la PEP peut, on va dire, aggraver cet état hémodynamique déjà précaire. Donc, ça, c'est on va dire, le premier inconvénient. Mais ce qui est bien, c'est que il faut savoir que euh, quand on met une PEP, qu'elle est efficace sur le poumon, généralement, elle dilate uniquement le poumon, c'est-à-dire euh, elle va pas entraver l'hémodynamique. Par contre, quand vous avez ce qu'on appelle les patients non recruteurs, c'est-à-dire la PEP, elle ne va pas améliorer elle va pas améliorer la ventilation, donc elle va plutôt comprimer le cœur et les gros vaisseaux. C'est-à-dire, en quelque sorte, euh, par exemple, j'ai donc j'ai des poumons ici. Par exemple, j'ai les deux poumons ici et j'ai le cœur ici, par exemple. Donc, quand je fais une PEP, ça veut dire que la pression expiratoire va augmenter et donc elle va, on va dire, gonfler les poumons. C'est-à-dire, elle va garder elle va garder les poumons ouverts en fin d'expiration. Et donc, quand je mets une PEP pour un patient qui répond à cette PEP, parce qu'il faut savoir qu'il y a des répondeurs, il y a des non-répondeurs. Donc, quand je mets ça, euh, donc il y aura plutôt une amélioration, donc une dilatation plutôt des alvéoles eux-mêmes, c'est-à-dire il y aura un gain de volume avec une augmentation de la pression qui est légère par rapport au volume. Donc j'aurai un gain de volume, donc le cœur et les grands vaisseaux, les gros vaisseaux, donc ils seront plutôt à l'aise. Donc ils ne seront pas comprimés. Par contre, certains patients donc, qui ne répondent pas à ce genre de PEP aux manœuvres de recrutement. Bon, les manœuvres de recrutement, on va les voir, donc on va parler sur ça dans les prochaines séances. Donc, quand le patient ne répond pas à ça, donc n'améliore pas vraiment son oxygénation, eh ben, il y aura en quelque sorte donc cette pression-là, elle ne va pas gagner vraiment du volume, mais elle va surtout donc aller comprimer donc ces deux vaisseaux-là, ces deux grands vaisseaux-là, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, ainsi que le cœur lui-même. Donc il y aura une compression, donc il y aura une baisse du débit cardiaque et éventuellement une hypotension, voire un état de choc. Donc les, parmi on va dire les causes d'hypotension à évoquer directement chez un patient intubé, il faut regarder la PEP, parce qu'elle n'est pas trop élevée. Et surtout, il faut regarder est-ce qu'il n'y a pas d'auto-PEP, chose qu'on va voir juste après. Donc voilà à peu près pour la PEP. Et puis, vous avez l'autre paramètre, donc c'est le volume courant. Donc pour ce volume courant, donc il est, comme on a dit, c'est 6 à 8 millilitres par kilo par rapport au poids idéal. C'est quoi le poids idéal? C'est la taille moins 100, la taille en centimètres. Hein. C'est la taille moins 100 pour l'homme et la taille moins 105, donc, ou bien 110 chez la femme. C'est-à-dire un homme qui mesure 1,80 m, son poids idéal, il est de 80 kg. Une femme qui mesure 1,65 m, son poids idéal, il est aux alentours de 55 à 60. Donc, je vais faire par exemple 60 fois 6, j'aurai 360. Donc, je vais, pour une femme pardon, qui mesure par exemple 1,65 m, je vais régler mon volume courant à 360 cc. Et puis, donc, il faut savoir que ces trois paramètres,
des vidéos sur un respirateur qui a un type de réglage différent. Donc, ça sera plus facile. Donc, le paramètre que j'ai ici, c'est le temps inspiratoire. Je vous rappelle que le temps inspiratoire, il est composé de deux temps. Donc, voilà le temps inspiratoire, donc sur la courbe. Donc, celle-là, c'est la courbe pression temps. Celle-là, c'est la courbe de volume, des débits, pardon. Ce n'est pas la courbe des volumes, c'est la courbe des débits. Donc, ici, j'ai le temps inspiratoire ici. Voilà mon temps inspiratoire. Et sur la courbe de débit, voilà mon temps inspiratoire. Donc, vous voyez bien que le temps inspiratoire, il est composé de deux parties. Donc, vous avez la première partie, là, et vous avez la deuxième partie. Alors, la première partie, on l'appelle temps d'insufflation. Donc, on l'appelle temps d'insufflation tout simplement parce que c'est le temps où le respirateur insuffle le volume qu'on a donné. C'est-à-dire, il a ici, par exemple, ici, donc à la pointe là, le patient, donc le ventilateur, il a terminé son insufflation. Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est le temps d'insufflation. Et puis, la deuxième partie du respirateur, donc c'est celle-là, la deuxième partie de temps inspiratoire, c'est ce qu'on appelle le temps plateau. On l'appelle temps plateau tout simplement parce que c'est un plateau. Vous voyez bien que c'est un plateau. Et dans ce cas-là, c'est quoi? Donc ça, c'est le temps plateau. Il faut savoir que ce temps plateau, c'est un temps, on va dire, d'équilibre entre le respirateur et le patient intubé, où il n'y a pas d'échange de volume. C'est-à-dire le volume reste stable. C'est en quelque sorte la fin de l'inspiration. Donc, en fin d'inspiration, il y aura un temps plateau qui va permettre donc plus ou moins les échanges gazeux au niveau alvéolaire. Et pendant ce temps plateau, il n'y a ni expiration, c'est-à-dire il n'y a ni sortie d'air, ni entrée d'air. C'est-à-dire en fin d'inspiration, donc le patient va rester comme ça. Donc, comme si vous faites une inspiration et vous restez comme si c'est une manœuvre de Valsalva. Donc, je fais une inspiration et je ferme la glotte, je ne respire plus. Donc, c'est celle-là en fin d'inspiration, c'est celui-là, le temps plateau. Donc, c'est en quelque sorte la fin de l'inspiration, on va dire bloquée. C'est-à-dire comme si c'est une inspiration bloquée. Et si vous remarquez bien ici, en bas, sur la courbe de débit, alors, donc le débit ici, c'est un débit qui est carré. D'accord? C'est un débit qui est carré parce que donc, dès l'insufflation, le patient, donc le ventilateur, il va insuffler selon un débit qu'on a donné. Donc, on peut le déduire comme on peut le régler ici. Si vous regardez bien ici, le débit, il est à 60. Ça veut dire quoi, un débit à 60? Ça veut dire que si je laisse tout simplement 60 par minute, ça veut dire que si je laisse le ventilateur insuffler pendant une minute d'affilée sans rien du tout, il va m'insuffler 60 litres parce que j'ai réglé mon débit à 60 litres. Si je règle par exemple le débit à 80 litres par minute, ça veut dire chaque minute, il va me délivrer 80 litres. Et donc, pour déduire ça, pour déduire combien il va m'insuffler, donc, on va dire le volume qu'il va insuffler pendant mon temps d'insufflation, eh ben, je peux convertir tout simplement. Donc, je prends le débit, j'ai par exemple ici 60, donc 60 par minute. Donc, je prends donc 60 par minute, ça veut dire 60 secondes. 60 secondes. Donc, je prends une seconde, ou bien je peux prendre directement mon temps d'insufflation à condition que je sache mon temps d'insufflation. Bon, ici, ce n'est pas très, donc ce n'est pas très bien, on ne peut pas voir exactement parce que donc
ici, on ne peut pas vraiment calculer parce que ce n'est pas très précis. Mais par exemple, si j'ai un respirateur, parce qu'il y a certains respirateurs où vous avez le temps ici. Ici, vous avez temps d'insufflation et non temps d'inspiration. Donc, si j'ai par exemple mon temps d'insufflation à 0,5, par exemple, 0,5 secondes, dans ce cas-là, je fais 60 fois 0,5, c'est 30 sur 60, donc 0,5 litres, ça veut dire 500 cc. Donc, si j'ai un débit à 60 litres par minute avec un temps d'insufflation et non un temps inspiratoire. Hein. Donc, il faut faire attention, il faut faire la part des choses entre les deux. Et un temps d'insufflation à 0,5 secondes, c'est-à-dire il va insuffler uniquement pendant une demi-seconde. Dans ce cas-là, le volume insufflé, ça sera 500 millilitres, par exemple. Voilà. Ici, donc, c'est un volume qui est pré-réglable. Il faut savoir qu'il y a certains donc, respirateurs, au lieu d'avoir le volume, vous n'aurez pas le volume, vous aurez le débit, ainsi que le temps d'insufflation, ou bien le temps plateau, c'est-à-dire l'un ou l'autre. Et quand vous avez l'un, vous pouvez déduire directement l'autre. Donc, je sais que c'est un peu compliqué donc de comprendre un peu ces deux trucs-là. Je peux refaire. Donc, temps inspiratoire, c'est égal à temps d'insufflation plus temps plateau. Donc, tout simplement, quand j'ai le temps plateau, par exemple, il est à, je sais pas, par exemple, à 0,5 secondes. Et j'ai mon temps d'insufflation, par exemple, à 1,4 secondes. De temps d'inspiration, pardon. Donc, tout simplement, le temps d'insufflation, ça sera 1,4 moins 0,5. Donc, mon temps d'insufflation, ça va être à 0,9 secondes. Par contre, si j'ai un temps d'insufflation à 0,5, donc tout simplement, 0,5 secondes, donc tout simplement, mon temps plateau va être le temps inspiratoire, ça veut dire 1,4, moins le temps d'insufflation 0,4, donc mon temps plateau va être de 0,9 secondes. Il y a certains respirateurs où vous ne trouvez pas de temps inspiratoire. Vous allez trouver uniquement le temps d'insufflation et le temps plateau. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc, le temps inspiratoire, vous pouvez le déduire en faisant donc la somme des temps d'insufflation et de temps plateau. Donc voilà ce qui concerne le temps inspiratoire. Et puis, donc, vous avez le temps expiratoire, il est plus simple. Donc, le temps expiratoire, c'est, on va dire, le temps où vous avez l'expiration. Donc, généralement, elle est donc comme ça. Donc, la plupart du temps, on la voit comme ça. Elle est un peu dessinée comme ça. Et puis, vous avez un temps de repos, on va dire, comme si c'est un temps plateau. Mais là, c'est un temps plateau expiratoire qui est représenté par la PEP qu'on a mis ici. C'est-à-dire, ici, on a mis 5. Donc, la pression va descendre jusqu'à 5 cm d'H2O et puis elle va s'arrêter. Elle va rester à 5. Elle ne va pas descendre à moins de 5. Donc, c'est tout ça, le temps expiratoire. Vous avez aussi donc la fréquence que vous voulez régler. Il faut savoir que allô, euh, vous voyez, vous m'entendez? Allô? Oui, oui. Oui, D'accord. Parce que j'avais peur que j'étais en train de parler dans le vide depuis une demi-heure. Voilà donc la fréquence, c'est la fréquence qu'on veut. Puis la pression max heavy, ce paramètre-là, c'est un paramètre de sécurité, c'est-à-dire quand la pression crête donc arrive à 40, il ne va plus délivrer. C'est-à-dire, si vous avez un patient par exemple qui a un problème, et puis donc j'ai la courbe là de pression.
et j'ai limité ma pression crête à 40. Il faut savoir que si je mets par exemple un volume courant à 420, quand le respirateur il va commencer à délivrer, hop, il arrive à cette pression-là. Il arrive à la limite de la pression crête. Par exemple, il a délivré uniquement 200 millilitres. Il n'a pas atteint le volume que j'ai demandé. Eh bien, il faut savoir qu'il va arrêter de délivrer et il va, on va dire, bloquer l'inspiration. Il ne va pas délivrer plus que la pression 40 mm, pardon, 40 cm et donc, il va délivrer uniquement les 200 premiers millilitres. Il ne va pas délivrer 420. Donc, c'est une sécurité. En cas de bouchon, en cas de courbe, en cas de caudure de la sonde, etc. Voilà, donc, ce qu'on vient de voir ici, donc c'est euh, les paramètres qu'on règle. Et puis, vous avez ici les paramètres qu'on doit surveiller. Donc, c'est ceux-là. Vous avez donc la pression crête, ici. Donc, la pression crête, comme on a dit, c'est tout ça. C'est la pression totale. Donc, c'est ça, là, la pression crête. Vous avez la pression moyenne. Donc, c'est un truc calculé. Et on ne le voit pas sur le respirateur. Il ne faut pas confondre la pression moyenne et la pression plateau. La pression plateau, c'est celle-là. La pression moyenne, c'est en quelque sorte, c'est une moyenne qui est calculée par le respirateur. Par contre, la pression plateau, c'est celle-là. Et puis, vous avez la PEP ici. Donc, la PEP, c'est la pression en fin d'expiration. Donc, je peux zoomer pour refaire. Voilà, donc j'ai la PEP ici. J'ai la pression plateau ici. Et j'ai la pression crête ici. Pression crête, naqs, la pression plateau. J'aurai celle-là qui est la pression résistive. Et puis, quand j'enlève, c'est-à-dire la pression résistive, donc la pression résistante, c'est-à-dire la pression qui représente la résistance dans les voies aériennes. Et puis, si je mets pression plateau, naqs, pression, la PEP, naqs, la pression expiratoire positive, j'aurai ce qu'on appelle la pression élastique ou bien la pression motrice, celle-là, donc pression motrice, qui est donc qui représente surtout, on va dire, la pression qui règne au niveau des alvéoles et au niveau du thorax en général. C'est-à-dire, elle ne représente pas uniquement le parenchyme pulmonaire, mais elle représente aussi donc le contenant, c'est-à-dire la cage thoracique, les muscles, le tissu adipeux, etc. Voilà. Et puis donc vous avez ici, bien sûr, la ventilation minute. Donc elle est égale au volume courant fois multiplié par la fréquence respiratoire. Vous avez ici le volume courant. Donc, par contre, il faut savoir que celui-là, le volume courant réglé, et celui-là, c'est le volume courant que le patient reçoit. C'est le volume, on va dire, expiratoire, parce que logiquement, quand tout va bien, normalement, ce que le patient inspire, il va l'expirer. Donc, en surveillant le volume expiré, on aura une idée sur le volume inspiré, le volume que vient le patient d'inspirer. Donc, normalement, le volume inspiré ici, il va être expiré ici. Et donc, quand vous avez un volume inspiré supérieur, par exemple, j'aurais par exemple ici, j'ai réglé 420, par exemple, j'aurais 600 de volume expiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient il est en train de participer à l'inspiration. Donc, ce n'est pas un patient bien sédaté, par exemple. Par contre, quand j'ai un volume expiré, par exemple, à 200, ça veut dire, il faut que je regarde mes pressions. Vous pouvez trouver des pressions ici. Donc, il ne va pas dépasser les pressions Hadou. Et donc,
dès qu'il arrive à la pression, donc qu'on a dit tout à l'heure, la pression max, il ne va pas délivrer plus, il va arrêter l'inspiration. Donc il faut regarder la tuyauterie, il faut regarder est-ce qu'il n'y a pas un bouchon, etc. Donc c'est un paramètre à surveiller. Et celle-là, c'est la fréquence totale. Pourquoi c'est la fréquence totale? Parce que c'est la somme de la fréquence qu'on a mis plus la fréquence de participation du patient. Ici, on a 12-12. Ça veut dire que le patient ne participe pas. Par contre, si j'ai une fréquence totale à 16, avec une fréquence réglée à 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 12 cycles sont donc délivrés par le respirateur lui-même, et les quatre autres cycles, ça veut dire que c'est un appel du malade. C'est-à-dire le malade, il a appelé 4 fois pour que le respirateur délivre. C'est ça donc la fréquence totale. Et puis donc on a vu à peu près tous les paramètres. Donc si vous n'avez pas de questions, on va continuer avec les vidéos que je viens de prendre. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous n'avez pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, donc voilà la première vidéo. Bon. Celle-là, c'est une vidéo normale. Donc, j'ai rien modifié pour l'instant. Donc, vous voyez des principes. Ouais, à la prochaine. Voilà. يبارك يصلح l'image. Là, donc, dans cette vidéo, si vous remarquez, j'ai augmenté mon temps inspiratoire. Il était à 0,9. Je peux pas. راحت l'image. Oui, ça a bugué. Allô? Bah, tu restes là. Ah, d'accord. Donc, dans cette, on va dire, tranche de la vidéo, j'ai augmenté mon temps inspiratoire. Donc, il était à 0,9 secondes. Je l'ai augmenté à 2 secondes. Et je n'ai pas modifié les autres paramètres. Donc, si vous remarquez bien, quand j'augmente uniquement le temps inspiratoire, donc il est là, il est augmenté, donc il y aura directement une diminution du temps inspiratoire. Donc, parce que quand vous avez une fréquence à 12, donc je mets 60 minutes, 60 secondes sur 12 cycles, ça veut dire que la durée de mon cycle, il est de 5 secondes. Donc, la durée de mon cycle respiratoire, il est de 5 secondes. Et puis, ce cycle respiratoire, il est composé d'une inspiration et d'une expiration. Et donc, quand j'ai une inspiration de 0,9 secondes, un temps inspiratoire de 0,9 secondes, ça veut dire j'aurai automatiquement un temps expiratoire de 4,1 secondes. Et si je modifie ce temps inspiratoire et je l'augmente à 2 secondes, donc automatiquement, j'aurai une réduction directement du temps expiratoire à 3 secondes. Donc c'est ça la première modification qu'on remarque ici. Et puis la deuxième modification, c'est que il y a eu une augmentation du temps plateau, exactement, avec un temps d'insufflation qui est resté inchangé. Pourquoi? Parce que donc ce temps d'insufflation, il est donc modifié
il n'est pas modifié par le temps inspiratoire. C'est-à-dire, si j'ai un temps inspiratoire de 2 secondes ou bien un temps inspiratoire de 0,9 secondes ou bien de 1,5 secondes, le temps d'insufflation reste lui-même. Pourquoi? Parce que le temps d'insufflation, il est modifié par le débit, uniquement par le débit, il est modifié par le volume courant. D'accord? Donc, c'est selon le volume courant et selon le débit que j'aurai une modification de mon temps d'insufflation. Sinon, donc, quand j'augmente, comme ici, j'ai augmenté le temps inspiratoire sans modifier, je n'ai pas modifié ni le débit, ni le volume courant. Donc, j'aurai une augmentation du temps inspiratoire, oui, mais le reste de l'augmentation, ce que j'ai augmenté, va être augmenté uniquement au niveau du temps plateau avec respect du temps d'insufflation. Et puis, quand je continue, voilà, donc vous remarquez bien, allongement du temps plateau avec donc, le même temps d'insufflation. Parce que je n'ai pas modifié le débit et j'ai pas modifié donc j'ai pas modifié le débit et j'ai pas modifié volume courant. Ici, par contre, on va regarder ce que j'ai fait. Ah voilà, ici par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai modifié deux paramètres. Donc, il y a toujours le temps inspiratoire, il est à 2 secondes. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé mon débit. Donc, vous remarquez directement la courbe, comment elle est devenue. Donc, pour le même temps inspiratoire, donc tout à l'heure, il était à 2 secondes, c'est-à-dire là, il est à 2 secondes, et là, il est à 2 secondes. Dans les deux cas, mon temps inspiratoire, il est à 2 secondes. Par contre, dans ce cycle-là, mon débit d'insufflation, il est à 60. Mais là, il est à 30, avec le même volume courant. Donc, vous remarquez directement que le temps d'insufflation, quand il était à 60, donc de débit, il est la moitié de le temps d'insufflation quand j'ai rendu le débit à 30. Donc, il va prendre, quand je mets un débit à 30 litres par minute, il va prendre 2 fois le temps d'insufflation par rapport à un débit d'insufflation à 60 litres par minute. C'est logique. Donc, remarquez bien ici, donc, cette distance-là, ce temps d'insufflation, il est le double de celui-là. Voilà. Et vous remarquez autre chose aussi, c'est qu'il y a une baisse de la pression crête. Il faut savoir que la pression crête, justement, elle est modifiée par le débit et elle est modifiée par le volume. Donc, à chaque fois que j'augmente le volume d'insufflation, le volume courant, ou bien j'augmente le débit d'insufflation, j'aurai une augmentation de la pression crête. Et quand je diminue le volume, ou bien je diminue le débit d'insufflation, eh bien, j'aurai une diminution de la pression crête. C'est pour ça la ventilation, tout est lié. Chaque fois que tu modifies un paramètre, il faut toujours se poser une question, qu'est-ce que j'ai modifié sans le savoir? C'est-à-dire, je modifie le volume courant. Quand je modifie le volume courant, il faut s'attendre à un réglage aussi du débit, un réglage de temps d'insufflation et éventuellement revoir la pression crête, est-ce qu'elle n'est pas trop élevée, etc. Donc, bon, ça vient avec le temps, à la kulihal. C'est en s'exerçant que ça vient, mais il faut savoir que c'est un tout. Donc voilà, j'ai une diminution de la pression crête. Elle était à plus de 30 en tout cas, maintenant elle est à 21-23, avec allongement de donc diminution de la pression crête et un dédoublement de temps d'insufflation. Et bien sûr, quand j'ai dédoublé mon temps d'insufflation avec un temps inspiratoire qui est le même, donc j'aurai automatiquement une réduction du temps plateau. Ça, c'est logique. Voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Ah voilà, là par contre, je suis toujours
a un temps inspiratoire de 2 secondes. Je suis toujours à un volume courant de 420. Par contre, j'ai modifié mon débit. Là, il est à 90. Donc, le fait que j'ai modifié mon débit à 90 litres par minute, donc, automatiquement, j'aurai un raccourcissement. Anam? Modification du temps d'insufflation. Exactement. Donc, directement, il y aura un raccourcissement du temps d'insufflation. Donc, automatiquement, allongement plus important du temps plateau. Et donc, aussi, augmentation de la pression crête, qui est là à 40. Et même le volume, donc, il est arrivé à 390 et il s'est arrêté. Donc, au lieu de délivrer 420, il s'est arrêté à 390 parce qu'il a atteint justement cette pression crête. Donc, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ah là, par exemple, là, par contre, bon, je ne sais pas ce qu'on doit entamer ça aujourd'hui, mais ça, c'est de l'autopep. Il est, il est 40 minutes. Donc, on va s'arrêter aussi, donc aujourd'hui, ici. Donc, on va se contenter des modifications, on va dire, physiologiques sans problème. Parce que là, on commence l'autopep et les autres trucs, je préfère les faire dans une séance après. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de dire? Oui. Je crois qu'il vient d'arriver. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à la fin. Est-ce que c'est clair? Merci, Mebarki. Oui, c'est clair. Je vous entends pas. Oui, merci, c'est clair. Rien. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il faut savoir que ce qu'on vient de dire ici, c'est vraiment la base. Si vous arrivez à euh, connaître comment contrôler les différents paramètres, c'est-à-dire j'augmente ça, je diminue ça, vous allez jouer avec le respirateur. Donc ça va être beaucoup plus facile. Vous n'aurez pas à apprendre des trucs, ça va être une déduction. Mais il faut bien sûr s'exercer. Bon, ce respirateur, il est un peu difficile par rapport aux autres. D'habitude, on a, au lieu d'avoir par exemple le temps inspiratoire, on a le temps inspiratoire, temps expiratoire, un pour deux, etc. Donc, je vais essayer je vais voir l'autre respirateur, c'est là, ça. La prochaine séance, Inch'Allah, on va parler sur ça. Au moins, parce que surtout pour les anesthésistes réanimateurs, vous êtes obligé de connaître donc les différents paramètres, comment régler les différents respirateurs. Et donc, vous pouvez toujours tomber sur des respirateurs que vous n'avez pas vus déjà. Donc, vous saurez les régler. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, Mebarki, ça le Oui. monde assis uniquement. Non, j'ai pas entendu. Chaque mode a des paramètres spécifiques. Non, non, enfin, chaque mode a un de des paramètres spécifiques, mais un de des paramètres communs. Par exemple, pour la FiO2, par exemple, la PEP, la pression max, bon, la pression max, non. C'est des donc, paramètres qui sont communs. Le temps inspiratoire aussi, avec le temps 1 pour 2 aussi. Et puis, vous avez, quand par exemple, vous avez le mode de pression contrôlée, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de volume à régler, mais vous aurez une pression. Donc, c'est la pression qui va générer un volume. Euh, vous aurez un débit qui est décélérant, etc. Donc, ça dépend le mode. Donc, le mode va modifier les paramètres. Mais on va essayer de voir ça après, Inch'Allah. Oui. Donc, c'est pour les gens qui s'intéressent, donc, surtout les anesthésistes réanimateurs.
Donc, on va parler, Inch'Allah, sur le mode pression-volume. On va parler sur le VS-Aid. Donc, ça va être, au moins, vous saurez comment ventiler avec le mode pression contrôlé et le VS-Aid, surtout pour les sévrages. Donc, avant de sévrer un malade de la ventilation mécanique, on doit passer par le VS-Aid pour voir sa ventilation, comment elle est. Mais par qui pour les séances, c'est chaque dimanche? En général, c'est chaque dimanche, oui. Mais des fois, j'ai des difficultés par rapport au respirateur et tout. Donc, des fois, il est occupé, des fois, oui, non, mais en général, c'est les dimanches, oui, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah, Donc, merci. la prochaine séance, en principe, ça va être le dimanche prochain, Inch'Allah. Pour celle qui vient de poser la question, je ne sais pas ce que je vous ai répondu ou bien non. En tout cas, ce n'est pas les mêmes paramètres. Il faut savoir qu'il y a des paramètres communs pour tous les modes, comme la FiO2 par exemple et la PEP. Et puis, les autres paramètres sont différents selon le mode, est-ce que ce soit pression, volume ou bien aide, etc. Oui, Mais docteur. c'est une question un peu vaste, donc ils sont différents, mais quand on va voir, Inch'Allah, les différents paramètres, vous allez comprendre. Oui, Est-ce concernant chaque que et ces indications وقتاش هذه ما فهمتهاش وقتاش نديروا لو مود هذا وقتاش لو مود هذا. Ah, d'accord. Donc, vous avez, en général, on a deux grands modes. On a le volume contrôlé et la pression contrôlée. C'est-à-dire, l'un, on contrôle le volume, l'autre, on contrôle la pression. Dans le mode où on contrôle la pression, donc on règle une pression et on surveille le volume. Dans l'autre mode, où on contrôle le volume, on surveille les pressions. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'indication par rapport à ça à l'autre. Donc, toutes les études disent que c'est pareil. Le fait que d'utiliser un mode volume contrôlé ou bien un mode pression contrôlé, c'est exactement la même chose. L'essentiel, c'est d'utiliser, ils disent toujours que il faut utiliser le mode que vous connaissez le mieux. C'est-à-dire, si vous maîtrisez le volume contrôlé, il faut utiliser le volume contrôlé. Donc, si vous maîtrisez la pression contrôlée, il faut utiliser la pression contrôlée. Donc, il n'y a pas de différence en matière de résultats, etc. Il y a certains armes qui disent que l'enfant, de préférence, le ventiler en mode pression, mais il n'y a pas quelque chose de solide, Zama, qui dit que oui, l'enfant, c'est mieux d'utiliser le mode pression. Non, vous pouvez utiliser normal le mode de volume, même chez l'enfant nourrisson, nouveau-né, etc. L'essentiel, c'est de savoir bien le surveiller. Parce que quand vous avez un enfant, il faut bien surveiller les pressions pour éviter tout ce qui est pneumothorax, etc. Mais par contre, quand vous utilisez aussi un mode pression, il faut savoir que au lieu qu'il fasse un pneumothorax, il peut facilement, si vous ne le surveillez pas, il peut facilement tomber dans l'hypoventilation, faire une hypercapnie, acidose sévère, etc. Donc, chaque mode, il faut bien le surveiller. Chaque mode a les inconvénients. Voilà. Et bien D'accord, sûr, vous docteur. avez le mode, et bien sûr, vous avez donc l'autre mode VSED, ce qu'on appelle donc, on peut l'utiliser soit en ventilation invasive, dans ce cas-là, c'est dans le sévrage ventilatoire, c'est-à-dire une maladie en PAC ou bien en PAC, c'est-à-dire pression contrôlée ou la ventilation contrôlée. Et puis, on passe en VSF pour voir son type de respiration. Est-ce qu'il mobilise des volumes là? Est-ce qu'il a une bonne pression? Est-ce qu'il a un bon volume? Est-ce qu'il a une bonne fréquence respiratoire? Et donc, pour le sévrer de la ventilation mécanique, on peut aussi l'utiliser. Donc, en réglant bien sûr le respirateur, il faut le régler du mode invasif au mode non invasif pour utiliser la VNI, la ventilation non invasive pour les BPCO, les OAP, etc. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Bon, j'espère, Emela, que tout est clair ce qu'on vient de dire aujourd'hui. S'il y a entre vous des gens qui sont donc intéressés par la formation ECG, contactez-moi. Et je vous dis donc à dimanche prochain, Inch'Allah. On va continuer la suite. On va parler un peu sur l'autopep et les passes quand vous bouchez la sonde ou bien quand vous coudez la sonde, quand il y a un bouchon, des sécrétions, etc. Donc, merci pour votre attention et à dimanche, Inch'Allah. Merci, docteur. De rien.